9h12, matin du 10 septembre 2025. Et là, le téléphone de Sébastien Lecornu se met à vibrer sur la table laquée de son bureau en plein cœur de l'hôtel de Matignon. Il regarde l'écran, c'est une alerte de l'agence France Presse. Et le titre, franchement, il fait froid dans le dos, Jean-Luc Mélenchon annonce le dépôt d'une motion de censure contre Lecornu dès le premier jour de la session parlementaire. Faut bien comprendre le contexte. Ce type, Lecornu, il vient tout juste d'être nommé Premier ministre. La veille, par Emmanuel Macron. Après la chute spectaculaire de François Bayrou, ça fait même pas 24 heures qu'il est à Matignon. Et là, il pose lentement son café. 9h12, matin du 10 septembre 2025. Et là, le téléphone de Sébastien Lecornu se met à vibrer sur la table laquée de son bureau en plein cœur de l'hôtel de Matignon. Il regarde l'écran, c'est une alerte de l'agence France Presse. Et le titre, franchement, il fait froid dans le dos, Jean-Luc Mélenchon annonce le dépôt d'une motion de censure contre Lecornu dès le premier jour de la session parlementaire. Faut bien comprendre le contexte. Ce type, Lecornu, il vient tout juste d'être nommé Premier ministre. La veille, par Emmanuel Macron. Après la chute spectaculaire de François Bayrou, ça fait même pas 24 heures qu'il est à Matignon. Et là, il pose lentement son café sur la soucoupe en porcelaine de Limoges. Ses doigts se crispent autour de la tasse encore chaude. 24 heures. Seulement 24 heures en tant que Premier ministre et déjà Mélenchon, le tribun de la France insoumise, lui déclare la guerre totale. À travers la fenêtre, au rideau épais, Paris s'éveillait dans la brume matinale de septembre. Et la ville, elle en avait absolument aucune idée de la tempête politique qui était sur le point d'éclater. Mais toi non plus, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans les heures qui suivent. Et honnêtement, personne ne le savait à cet instant précis. Pas même les conseillers de Lecornu qui au même moment débarquaient en catastrophe à Matignon pour une réunion d'urgence. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Mélenchon lui-même qui, installé tranquillement dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Parce que ce que Lecornu allait dire dans quelques heures, ça allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais ça allait aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et le plus fou dans tout ça, cette réponse, elle tiendrait en une seule phrase. Une phrase si simple, si directe, si dévastatrice que les médias du monde entier allaient la répéter pendant des semaines. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on revienne quelques heures en arrière. Il faut que vous compreniez le contexte dans toute sa brutalité pour mesurer la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc total. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber. Un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la troisième chute d'un gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la Ve République. La France était littéralement au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence Moody's menaçait de dégrader la note du pays. Les syndicats appelaient à une grève générale et Macron, reclus au palais de l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de cette impasse et son choix, il s'était porté sur Sébastien Lecornu. Ancien ministre des Armées, 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre la droite et le centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire, qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain. Mais surtout, et c'est ça le point clé, un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un seul pouce de terrain. La nomination, elle avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Et immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur les réseaux à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Retailleau, du côté des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de continuité macroniste inacceptable. Mais celui qui avait frappé le plus fort, c'était Mélenchon. Et de loin. Dès 22h30 le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». 3000 mots. Dans ce texte, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement, point par point, la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet.
Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un premier ministre issu du camp présidentiel, malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie dès le premier jour de la session parlementaire. Nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Et il ajoutait cette phrase assassine. Emmanuel Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Et cette déclaration, elle avait littéralement électrisé toute la gauche. Mathilde Panot à l'Assemblée avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télé pour marteler le message censure immédiate, sans négociation, sans compromis possible. Mais attention, Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et beaucoup plus dangereux pour le cornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à, je cite, « cesser leur comédie » et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre le cornu, et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Et les mathématiques parlementaires, elles étaient implacables, 74 députés, LFI, 66 PS, 13 écologistes, 11 PCF plus 100, 23 du Rassemblement national. Soit 287 voix potentielles, à seulement 2 voix de la majorité nécessaire de 289, 2 voix. Retour dans son bureau à Matignon, ce matin du 10 septembre, le cornu finit son café d'un trait. Et là, il convoque immédiatement son état-major. Le premier à débarquer, c'est son conseiller diplomatique, celui qui le suit depuis des années. Puis viennent s'installer autour de la longue table en acajou le directeur de cabinet, le conseiller spécial et une poignée d'autres proches collaborateurs. Et tous, sans exception, avaient les traits tirés. Personne n'avait vraiment dormi depuis 48 heures. Le conseiller diplomatique ouvre la réunion sans préambule. Il pose son iPad sur la table, les unes des journaux affichés à l'écran. « Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin. 62% des Français pensent que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. L'écornu ne répondit pas immédiatement. Il se leva de sa chaise, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Et son silence y pesait lourd dans la pièce, vraiment lourd. Le directeur de cabinet tenta de briser la tension. Nous avons préparé plusieurs scénarios de réponse. Le premier consiste à ignorer totalement Mélenchon et à nous concentrer sur les négociations avec le PS et les Républicains pour construire une majorité de circonstances. Le cornu secoua lentement la tête, sans même se retourner. Le conseiller spécial enchaîna. Le deuxième scénario est plus offensif. Nous pourrions dénoncer l'irresponsabilité de LFI, rappeler que leur stratégie de censure systématique conduit le pays au chaos et faire appel au sens des responsabilités des autres partis. Et là, le cornu se retourna enfin. Ses yeux bleus fixèrent intensément son conseiller. Non, tout cela, c'est exactement ce que Mélenchon attend. Il veut un combat frontal. Il veut que je me défende. Il veut que je négocie. Il veut que je montre ma faiblesse. Le conseiller diplomatique fronça les sourcils. Alors que proposez-vous, monsieur le Premier ministre? Et là, un léger sourire apparut sur le visage de l'écornu. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de comprendre exactement comment déjouer un piège savamment tendu. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il attend. Je ne vais ni ignorer, ni me défendre, ni négocier. Je vais lui répondre directement publiquement et en une seule phrase. Le silence dans la salle était total. Le directeur de cabinet reprit une seule phrase. Mais monsieur le Premier ministre Mélenchon a publié une tribune de 3000 mots. Il est passé sur tous les médias. Il a mobilisé toute la gauche. Comment une seule phrase pourrait-elle? Et là, le cornu le coupa. Gentiment, mais fermement. Parce que c'est précisément ce que personne n'attend. Et écoutez bien son raisonnement parce que c'est là que tout se joue. Mélenchon a construit toute une rhétorique, tout un argumentaire, toute une stratégie verbale. Il attend que je rentre dans son jeu, que je débatte point par point, que je me justifie. Au lieu de ça, je vais court-circuiter tout son système avec une simplicité brutale.
Son conseiller diplomatique, celui qui le connaissait depuis des années, comprit immédiatement. Vous voulez le désarmer par la concision le priver du débat qu'il cherche? Exactement, répondit le cornu en retournant s'asseoir. Mélenchon est un orateur, un tribun, il veut m'entraîner sur son terrain. Mais je ne jouerai pas selon ses règles. Je vais lui montrer qu'on peut répondre à 3000 mots avec 7 mots. Le conseiller spécial sortit son carnet. Quel mot, monsieur le Premier ministre? Et là, le cornu prit une profonde inspiration. Et il faut que vous compreniez bien ce moment. Ce qu'il allait dire maintenant allait soit sauver son gouvernement naissant, soit précipiter sa chute. Il n'y aurait pas de seconde chance. Voici ce que je vais dire, et seulement cela, monsieur Mélenchon, allez-y déposer votre motion. J'attends. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le directeur de cabinet ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. C'est tout, confirma le cornu avec un calme olympien. 7 mots, pas de justification, pas de défense, pas de contre-attaque. Juste un défi direct, simple, impossible à interpréter autrement que comme du courage ou de l'arrogance. Et son conseiller diplomatique, lui, il comprit immédiatement le génie de cette approche. Vous le mettez au défi de passer à l'acte. Vous transformez sa menace en bluff potentiel. S'il dépose la motion et qu'elle échoue, il est ridicule. S'il hésite, il est faible. Et dans tous les cas, vous ne donnez aucune prise à sa rhétorique. Exact. Mélenchon a construit toute sa stratégie sur l'idée que je vais essayer de l'éviter de négocier, de gagner du temps. Au lieu de ça, je l'invite à agir immédiatement. Je retire toute la tension dramatique qu'il a construite. Je transforme sa grande annonce en simple formalité procédurale. Mais monsieur le Premier ministre, et s'il dépose vraiment la motion et qu'elle passe, si toute la gauche vote avec lui, si le Rassemblement national se joint à eux? Et là, le cornu se pencha en avant, les coudes sur la table, fixant chacun de ses collaborateurs tour à tour. Et ce qu'il dit ensuite, ça vous donne une idée du personnage. Alors je tomberai, mais je tomberai debout en regardant mes adversaires dans les yeux sans avoir cédé un centimètre de terrain. Et croyez-moi, cela comptera infiniment plus dans l'histoire politique de ce pays qu'un combat d'arrière-garde. La décision était prise, 11 heures précises. Le cornu convoqua une conférence de presse surprise dans la cour de Matignon. Et là, il faut imaginer la scène. Les journalistes complètement pris au dépourvu se précipitèrent. Certains étaient encore en route quand le Premier ministre apparut sur le perron. Seul, sans notes, sans pupitre, rien. Le soleil de septembre faisait scintiller les pavés humides de la cour. Une 50aine de caméras étaient braquées sur lui. Les chaînes d'infos en continu interrompirent leur programme. BFM TV, CNews, LCI, toutes basculèrent en direct. Et pendant ce temps, dans son bureau du 10e arrondissement, Mélenchon leva les yeux de son ordinateur où il rédigeait un nouveau billet de blog. L'un de ses assistants venait de faire irruption dans la pièce. Les cornus convoquent une conférence de presse, c'est en direct maintenant. Et Mélenchon eut un sourire satisfait, parce que dans sa tête, c'était évident, bien sûr que le cornu allait répondre. Il répondait tous toujours. Il allait probablement dénoncer l'irresponsabilité de LFI appelé au dialogue, proposer des concessions. Le scénario classique. Le tribun de La France insoumise alluma son écran de télévision, s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir et attendit de savourer sa victoire médiatique. Sauf que sur le perron de Matignon-le-Cornu, attendit que le silence se fasse. Il ne souriait pas. Il ne semblait ni nerveux ni arrogant, juste calme, d'un calme qui contrastait violemment avec l'agitation médiatique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter cria « Monsieur le Premier ministre, quelle est votre réaction à l'annonce de Mélenchon ?» Le cornu le regarda directement, puis il balaya du regard l'ensemble des caméras. Et ce qu'il dit ensuite, retenez-le bien parce que ça allait être répété des milliers de fois, analysé dans tous les sens, disséqué par tous les commentateurs politiques du pays. « Monsieur Mélenchon, allez-y déposer votre motion. J'attends. » Et puis, il fit demi-tour, il rentra dans Matignon, sans ajouter un mot, sans répondre à aucune des questions qui fusaient déjà derrière lui. 7 mots, 10 secondes chrono, et un silence médiatique absolument sidéré. Dans le studio de BFM TV, le présentateur resta bouche bée pendant 3 secondes entières avant de reprendre l'antenne. « Eh bien... »
C'était inattendu, Le Cornu vient de répondre à Mélenchon en exactement 7 mots. Sur le plateau de France Info, une journaliste politique s'exclama « C'est extraordinaire, il ne se défend pas. Il ne négocie pas, il provoque directement, je n'ai jamais vu ça. » Et les réseaux sociaux, ils explosèrent instantanément. Sur Twitter, le hashtag « Allez-y » devint tendance en moins de 5 minutes. Les réactions affluèrent par milliers. Le Cornu vient de donner une masterclass de communication politique, tweetait un éditorialiste du Monde. 7 mots pour détruire 3000 mots de Mélenchon. Du génie, ajoutait un chroniqueur du Figaro. Mais la réaction la plus importante, celle que tout le monde attendait, c'était celle de Mélenchon lui-même. Et là, dans son bureau, le leader de LFI fixait l'écran de télévision avec une expression que ses proches collaborateurs ne lui connaissaient pas. Ce n'était ni de la colère ni de la surprise, c'était quelque chose de plus profond. Une sorte de reconnaissance involontaire face à un coup magistral. Son assistante osa demander « Vous voulez réagir, les médias appellent ». Mélenchon resta silencieux pendant un long moment. Il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. Le Cornu venait de transformer une menace en défi, un rapport de force en duel, une stratégie complexe en confrontation brutale. Et surtout, il venait de lui voler la vedette médiatique. Avant, tous les médias parlaient de l'offensive de Mélenchon. Maintenant, il ne parlait plus que de la réponse de Le Cornu. Finalement, Mélenchon se leva et dit à son équipe « Convoquez une conférence de presse pour 15 heures. Je vais lui montrer qu'on ne provoque pas Mélenchon impunément. » Mais dans sa voix, ses collaborateurs détectèrent quelque chose d'inhabituel. Une note d'incertitude. Une fêlure dans l'assurance habituelle. Et ça, quand on connaît le personnage, c'est énorme. 15 heures. Salle bondée de la Maison de l'Amérique latine, là où LFI avait ses locaux. Mélenchon fit face aux journalistes. Il avait préparé une longue déclaration. Mais avant même qu'il ne commence, les questions fusèrent. Et quelles questions? Allez-vous effectivement déposer la motion comme Le Cornu vous y invite? N'est-ce pas Le Cornu qui a maintenant l'initiative politique 7 mots contre 3000? N'êtes-vous pas en train de perdre la bataille de la communication? Vous voyez ce qui se passe, les journalistes ne l'interrogeaient plus sur sa stratégie à lui. Ils l'interrogeaient sur la réponse de Le Cornu. Le rapport de force avait déjà basculé. Mélenchon leva les mains pour réclamer le silence. Son visage était ferme et dur. Bien sûr que nous allons déposer la motion de censure. Nous l'avons annoncé, nous le ferons. Monsieur Le Cornu ne nous intimide pas avec ses petites phrases. Mais quelque chose sonnait faux dans sa voix. Et les journalistes, ils le sentaient. Il continua pendant 10 minutes 10 minutes développant les arguments habituels sur la crise démocratique, le mépris du suffrage universel, la nécessité de renverser le macronisme. Mais les questions revenaient sans cesse sur la réponse de Le Cornu. Un journaliste du Parisien insista « Mais justement, Le Cornu ne fuit pas. Il vous attend, il vous défie. N'est-ce pas exactement ce que vous vouliez ?» Et là, Mélenchon explosa. Et cette explosion, elle révéla toute sa frustration sous-jacente. Ce que je veux, c'est que ce pays sorte enfin du macronisme. Ce que je veux, c'est qu'on respecte le vote des Français. Le Cornu peut faire toutes les provocations qu'il veut. Nous le renverserons. Voilà. Cette explosion de colère fit le tour des chaînes d'information en boucle. Et là encore, Le Cornu gagnait du terrain. Parce que maintenant, c'était Mélenchon qui apparaissait comme celui qui réagissait émotionnellement, tandis que Le Cornu lui gardait son calme olympien. Le rapport de force psychologique s'était complètement inversé. Mais attention, la vraie bataille, elle ne faisait que commencer. Et dans les jours qui suivirent, Le Cornu déploya une stratégie à 2 niveaux. Et c'est là qu'on voit le vrai joueur d'échecs. Premier niveau public. Il maintint sa posture de défi tranquille. À chaque interview, à chaque apparition, toujours la même ligne, j'attends la motion de Mélenchon. Quand elle viendra, nous verrons qui a le courage de ses convictions. Toujours la même provocation calme, toujours le même message. Mais le deuxième niveau, c'est celui qu'on ne voyait pas. En coulisses, Le Cornu menait une opération de séduction intense auprès des socialistes, des écologistes et même de certains députés LR. Et son message, il était d'une simplicité redoutable. Mélenchon veut le chaos, moi je veux gouverner 3 mois pour prouver que je peux faire autrement. Le 15 septembre, lors d'une réunion secrète dans un appartement privé du 7e arrondissement, Le Cornu rencontra les 2 têtes du Parti socialiste. La conversation dura 4 heures. 4 heures. Les socialistes posèrent leurs conditions, pas de 49,3 sur le budget des concessions sur les retraites,
Une taxe sur les hauts patrimoines? Lécornu écouta attentivement, puis répondit avec franchise. Il ne pouvait pas abroger la réforme des retraites, mais il pouvait en suspendre l'application pendant 6 mois, créer une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes et s'engager à ne pas utiliser le 49.3. Les deux leaders socialistes échangèrent un regard. C'était des concessions réelles, pas suffisantes pour satisfaire la gauche radicale, non, mais suffisantes pour justifier une abstention plutôt qu'un vote de censure. Et ça changeait tout. L'un d'eux posa la question cruciale. Et si Mélenchon dépose quand même sa motion? Et là, Lecornu sourit. C'est là toute la beauté de ma stratégie. S'il la dépose et qu'elle échoue parce que vous vous abstenez, il est affaibli. S'il ne la dépose pas après l'avoir annoncé, il est ridicule. Dans les deux cas, j'ai gagné en l'invitant publiquement à agir. Le leader socialiste hocha lentement la tête. Il commençait à comprendre pourquoi Macron avait choisi Lecornu. Cet homme n'était pas un simple technocrate, c'était un stratège politique de premier plan. Et pendant ce temps, au sein de la France insoumise, les débats faisaient rage. Mathilde Panot poussait pour un dépôt immédiat de la motion. Nous avons annoncé, nous devons tenir parole. Mais Manuel Bompard, lui plus pragmatique, soulignait le vrai problème. Si les socialistes s'abstiennent de la motion échoue et nous passons pour des amateurs. Et Mélenchon lui-même, inhabituellement silencieux. Il sentait le piège se refermer. Mais il ne voyait pas comment s'en extraire sans perdre la face. Et ça, pour quelqu'un comme Mélenchon, c'est la pire des situations. Le 20 septembre, Lécornu frappa à nouveau un grand coup. Cette fois, c'était lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et il prononça ces mots qui firent mouche. On m'a annoncé une motion de censure il y a 10 jours. J'attends toujours. Peut-être que les grands discours sont plus faciles que les actes de courage politique. L'hémicycle explosa. Les députés de LFI hurlèrent leur indignation. Mélenchon présent dans les tribunes devint écarlate, mais le mal était fait. Lecornu venait de retourner publiquement l'accusation de lâcheté contre Mélenchon. Vous comprenez le génie du truc? Celui qui était censé être en position de faiblesse venait d'accuser son attaquant de ne pas avoir le courage de passer à l'acte. Le lendemain, LFI déposa effectivement sa motion de censure. Mais le contexte avait complètement changé. Ce qui devait être une offensive triomphante ressemblait maintenant à une réaction tardive et forcée. Les socialistes annoncèrent qu'ils s'abstiendraient, les écologistes aussi. Et même au sein de LFI, certains députés commençaient à exprimer des doutes en privé. La motion fut débattue le 25 septembre. Mélenchon monta à la tribune pour une intervention de 40 minutes, brillante rhétoriquement, passionnée, convaincante pour sa base. Mais quand Lecornu prit la parole pour répondre, il fut d'une concision dévastatrice. Mélenchon a parlé pendant 40 minutes. Je vais être plus bref. Vous voulez me renverser, voter? J'assume les conséquences de votre vote, quelles qu'elles soient, mais cessons de parler, agissons. Le vote. Un désastre pour LFI. Seulement 203 députés votèrent de la censure. 86 de moins que nécessaire. La motion était rejetée. Lecornu restait Premier ministre. Et dans les médias, le verdict fut unanime. Le Monde titrait « Lecornu déjoue le piège Mélenchon ». Libération analysait 7 mots qui valent mieux qu'un long discours. Et même à gauche, certaines voix critiquaient la stratégie de LFI. Bompard lui-même reconnut sur France Inter « Nous avons peut-être sous-estimé Lecornu ». Ce soir-là, dans son bureau de Matignon-Lecornu, regardait les résultats du vote avec son équipe. Son conseiller diplomatique leva son verre de champagne. « Monsieur le Premier ministre, vous aviez raison. 7 mots ont suffi. » Mais Lecornu, lui, ne souriait pas triomphalement. Et c'est ça qui est intéressant. Il savait que ce n'était qu'une victoire tactique dans une guerre qui serait longue. Ne nous réjouissons pas trop vite. Mélenchon a perdu cette bataille, mais il apprend vite. La prochaine fois, il sera plus préparé. Et Lecornu avait raison d'être prudent, parce que dans son bureau du 10e arrondissement, Mélenchon n'était pas abattu. Il était pensif. Et la nuance est énorme. Il venait d'apprendre une leçon importante sur son nouvel adversaire. Lecornu n'était ni Barnier ni Bayrou. C'était un joueur d'échecs politique qui pensait plusieurs coups à l'avance. Les semaines suivantes confirmèrent le changement de dynamique.
Le Cornu parvint à faire adopter son budget sans recours au 49,3 grâce aux abstentions socialistes obtenues au prix de vraies concessions. Il mit en place la taxe sur les hauts patrimoines promise, récoltant même quelques compliments embarrassés de la gauche modérée, mais surtout il maintint sa ligne de communication, directe, simple, sans fioritures. À chaque attaque de Mélenchon, il répondait en quelques mots percutants. Quand LFI dénonça sa politique de défense, il répliqua « Proposez mieux, j'écoute ». Quand Mélenchon l'accusait de servir les riches, il rétorqua « Prouvez-le avec des chiffres, j'attends ». Vous voyez le schéma, à chaque fois il renvoyait le défi, il forçait ses adversaires à passer de la rhétorique aux actes concrets. Et à chaque fois, Mélenchon se trouvait pris à son propre piège. 6 mois plus tard, en mars 2026, lors d'une interview pour Le Monde, on demanda à Lecornu quel avait été le moment le plus important de ses premiers mois à Matignon. Sa réponse fut sans hésitation « Le matin où j'ai décidé de répondre à Mélenchon en 7 mots plutôt qu'en 7 pages, c'est là que j'ai compris que la politique moderne ne se gagne pas avec les discours les plus longs, mais avec les vérités les plus courtes. » On posa la même question à Mélenchon quelques jours plus tard. Et sa réponse, franchement, personne ne s'y attendait. Il eut un sourire amer. Lecornu m'a donné une leçon ce jour-là. Il m'a montré qu'en politique, le silence éloquent vaut parfois mieux que l'éloquence bruyante. Est-ce que j'ai appris la leçon? Vous verrez bien. Venant de Mélenchon, ça, c'est énorme. Aujourd'hui, dans les écoles de Sciences Po et dans les grandes écoles d'administration, on étudie cet épisode comme un cas d'école de communication politique moderne. Les étudiants analysent comment Lecornu a transformé une menace existentielle en opportunité de montrer sa force. Comment il a court-circuité la rhétorique de son adversaire par la concision. Comment il a repris l'initiative en acceptant la confrontation plutôt qu'en la fuyant. Certains analystes le comparent au fameux « moi président » de Hollande face à Sarkozy. D'autres y voient un écho du « je vous ai compris » du général de Gaulle à Alger, une phrase simple qui change tout. Mais au-delà de la stratégie de communication, cet épisode révéla quelque chose de plus profond sur Lecornu. Il montra qu'il possédait cette qualité rare en politique, le courage de la simplicité. Dans un monde où les politiciens se cachent derrière des langages techniques, des circonvolutions diplomatiques, des justifications sans fin, Lecornu osait dire les choses simplement, directement, sans faux-semblants. Ce jour de septembre 2025, quand il répondit à Mélenchon par ces 7 mots, il ne fit pas seulement un coup de communication brillant. Il définit un style, une approche, une manière d'être en politique qui allait marquer toute son action à Matignon. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore sur cette journée historique. Quelque chose qui ne fut révélé que plusieurs mois plus tard dans une interview off the record accordée par son conseiller diplomatique à un journaliste du Canard d'Enchaîné. Et ce quelque chose, il change complètement la perception de ce moment. Ce matin de septembre, quand Lecornu convoqua sa réunion d'urgence après l'annonce de Mélenchon, il n'avait pas immédiatement l'idée de sa phrase en 7 mots. Et ça, c'est important de le savoir. En réalité, la réunion dura 2 heures entières. 2 heures pendant lesquelles son équipe prépara 3 discours différents, chacun faisant plusieurs pages. Le premier était défensif, expliquer point par point pourquoi la motion de censure était injustifiée. Le deuxième était offensif, attaquer frontalement la stratégie de LFI. Le troisième était conciliant, proposer un dialogue avec toutes les forces politiques. Lecornu lut les 3, puis il les posa sur la table et dit à son équipe « Tout cela est très bien écrit, très argumenté, très politique. Et c'est exactement pour ça que ça ne marchera pas. Mélenchon est meilleur que Tchod 17 est meilleur que nous dans ce registre. Il a 30 ans d'expérience de joute oratoire. Si je rentre dans son jeu, je perds d'avance. » Et c'est à ce moment précis que son conseiller spécial prononça la phrase qui allait tout changer. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que ce conseiller, il ne venait pas du monde politique, il venait du monde de l'entreprise. Il avait été directeur de la communication dans une grande firme du CAC 40 avant de rejoindre Lecornu. Il leva la main presque timidement. « Monsieur le Premier ministre, puis-je vous raconter une anecdote ?» Lecornu intrigué acquiesça. Et le conseiller raconta. Dans mon ancienne entreprise, nous avions un concurrent qui nous attaquait publiquement, nous accusant de tous les maux. Le PDG était furieux. Il voulait répondre avec un communiqué de 10 pages. Mais le directeur de la communication lui a dit quelque chose qui m'est resté. « Monsieur le Président, quand quelqu'un vous lance un défi, le pire que vous puissiez faire est d'expliquer pourquoi vous n'avez pas peur. »
Le mieux que vous puissiez faire est de dire « d'accord ». Allons-y. L'écornu se figea. Ses yeux s'illuminèrent. « D'accord, allons-y », répéta-t-il lentement. « Oui, exactement. Ne pas expliquer, ne pas justifier, juste accepter le défi. » Et c'est ainsi que naquit la phrase en 7 mots, non pas comme une stratégie longuement préméditée, mais comme une intuition fulgurante inspirée par une anecdote du monde de l'entreprise. Et ça, c'est peut-être le plus beau dans cette histoire. Le cornu passa les 20 minutes suivantes à affiner exactement la formulation. Il testa plusieurs versions. « Allez-y, Monsieur Mélenchon, déposez votre motion. » Trop long. « Je vous attends. » Trop arrogant. « Faites-le. » Trop provoquant. Et finalement, il arriva à la version parfaite. « Monsieur Mélenchon, allez-y déposer votre motion. J'attends. » Poli avec le monsieur Mélenchon, direct avec le « allez-y », procédural avec « déposer votre motion » et légèrement défiant avec le « j'attends » final. 7 mots qui contenaient cette politesse, défi, calme et détermination. Tout ça en 10 secondes. Mais voilà le détail que son conseiller diplomatique révéla des mois plus tard. Et ce détail, il change absolument tout. Le cornu n'était pas du tout sûr que ça marcherait. Juste avant de sortir dans la cour de Matignon pour sa conférence de presse, il dit à son équipe « Si ça se plante, si Mélenchon retourne ça contre moi, j'assumerai seul. Ne dites jamais que c'est vous qui avez eu cette idée. Vous réalisez, c'était un pari énorme, un coup de poker total. » Le cornu misait toute sa crédibilité naissante sur 7 mots dont il ne savait absolument pas comment ils seraient reçus. Et quand il rentra après avoir prononcé sa phrase, il ne fit pas la fête. Il ne leva pas le poing. Il se dirigea directement vers son bureau, ferma la porte et resta seul pendant 15 minutes. Son conseiller diplomatique, qui était juste derrière la porte, l'entendit marcher de long en large. Le Premier ministre attendait de voir les premières réactions. Quand son assistant lui apporta les premiers tweets, les premiers titres des sites d'information, les premiers commentaires des éditorialistes, et que le cornu lut tout avec une intensité fébrile. Ce ne fut que lorsqu'il vit le tweet d'un journaliste politique influent disant « Le cornu vient de donner une masterclass de communication politique » qu'il se permit de respirer. Il avait gagné son pari. Mais le plus étonnant dans cette histoire, ce n'est pas que le cornu ait pris ce risque. C'est ce qui se passa dans les semaines qui suivirent au sein de la France insoumise. Plusieurs députés LFI, lors de réunions internes dont les comptes rendus furent ensuite divulgués à la presse, reconnurent en privé que Lecornu les avait eus. L'un d'eux, dont le nom ne fut jamais révélé, aurait même dit « On s'est fait battre par quelqu'un qui a compris qu'en politique moderne, TikTok a plus d'impact que l'humanité. » 7 mots, c'est un tweet. 3000 mots, personne ne les lit. Cette phrase, aussi cynique soit-elle touchée, quelque chose de profondément vrai. Le cornu avait instinctivement compris ce que les vieux routiers de la politique n'avaient pas encore accepté. L'ère des longs discours fleuves était révolue. À l'époque de l'attention fragmentée des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, la concision était devenue une arme politique majeure. Mais Mélenchon, humilié par cet épisode, ne resta pas les bras croisés. Et c'est là qu'on voit que le personnage est loin d'être stupide. Dans les mois qui suivirent, on vit le leader de LFI adapter sa communication. Ses tweets devinrent plus courts, plus percutants, ses interventions médiatiques plus condensées. Il avait compris la leçon. En avril 2026, lors d'un débat à l'Assemblée sur la réforme de l'assurance chômage, Mélenchon tenta même de retourner la stratégie de Lecornu contre lui. Quand le Premier ministre annonça son plan de réforme, Mélenchon se leva et dit simplement « Monsieur le Premier ministre, ce plan est injuste, retirez-le. Nous attendons. » Tentative de copier le style Lecornu. Phrase courte, défi direct, mais ça ne fonctionna pas. Et la question, c'est pourquoi? Parce que ce qui avait rendu la phrase de Lecornu si efficace, ce n'était pas seulement sa brièveté. C'était le contexte. Lecornu était le nouveau venu, l'outsider politique relatif, celui qu'on sous-estimait. Sa concision était une surprise, un contre-pied total. Quand Mélenchon, le tribun reconnu, essayait de la même chose, ça ressemblait à une imitation, pas à une révolution stylistique. Et les commentateurs politiques ne s'y trompèrent pas. Un chroniqueur du Figaro écrivit « Mélenchon essaie de faire du Lecornu, mais c'est comme si Pavarotti essayait de rapper. C'est ici, le style ne se copie pas. Il se construit authentiquement. »
Mais au-delà de l'aspect de communication, cet épisode eut des conséquences politiques profondes et durables. D'abord, il établit Lecornu comme un premier ministre qui ne se laissait pas intimider. Et ça changea fondamentalement la dynamique avec l'opposition. Le Rassemblement national, qui avait initialement prévu de suivre la même stratégie que LFI, révisa ses plans. Marine Le Pen elle-même admit en privé, selon des sources proches du parti, que Lecornu n'était pas infusible comme les autres. Et cette reconnaissance involontaire d'un adversaire politique, c'était peut-être le plus grand compliment que Lecornu pouvait recevoir. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, ça redéfinit les termes du débat politique français. Après cet épisode, il devint beaucoup plus difficile pour l'opposition d'agiter des menaces sans les mettre à exécution. Le bluff politique avait été démasqué, ridiculisé. Les partis d'opposition durent devenir plus prudents dans leurs annonces, sachant qu'un premier ministre pouvait désormais les mettre au défi de passer aux actes. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cela prouva que Macron avait eu raison de choisir Lecornu. Le président, souvent accusé de manquer de flair politique, avait cette fois vu juste. Lecornu n'était pas seulement un technocrate compétent, c'était un animal politique d'une espèce rare. Quelqu'un qui combinait l'intelligence stratégique, le courage tactique et l'instinct communicationnel, les trois à la fois. Et ça, c'est extrêmement rare. Dans les dîners en ville du Paris politique, l'anecdote des 7 mots devint légendaire. On la racontait dans les salons, on l'enseignait dans les formations politiques, on l'analysait dans les séminaires de communication. Elle rejoignit le panthéon des grands moments de la Ve République aux côtés du « Je vous ai compris » de Gaulle, du « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard ou du « Casse-toi pauvre con » de Sarkozy. Un an après l'événement, en septembre 2026, Lecornu était toujours Premier ministre et ça, c'est un fait extraordinaire. Il avait tenu un an à Matignon, quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs récents n'avait réussi à accomplir. Lors d'une cérémonie à l'Élysée, marquant cette première année, un journaliste lui demanda « Quel a été votre secret pour durer ?» Et Lecornu sourit. Et avec cette économie de mots qui était devenue sa signature, il répondit « Dire ce qu'on pense faire, ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait ». 9 mots cette fois. Progrès ou régression par rapport aux 7 mots historiques, les commentateurs débattraient de la question pendant des semaines. Mais dans son bureau du 10e arrondissement, Mélenchon regardait l'interview à la télévision. Il secoua la tête avec un sourire qui n'était pas entièrement dépourvu d'admiration. Son assistant qui l'observait osa demander « Vous pensez quoi de Lecornu maintenant après un an ?» Et là, le tribun de LFI resta silencieux un moment. Puis, il dit quelque chose que peu de gens auraient imaginé entendre de sa bouche. Je pense que c'est l'adversaire le plus dangereux que j'ai jamais eu. Pas parce qu'il est le plus intelligent, ni le plus compétent, ni même le plus rusé, mais parce qu'il a compris quelque chose que j'ai mis trop de temps à accepter. En politique moderne, la vérité qui frappe vaut mieux que l'argumentaire qui convainc. Et ça, c'est redoutable. Ce compliment involontaire d'un adversaire irréductible, c'était peut-être la meilleure mesure de l'impact de ces 7 mots prononcés un matin de septembre. Ils n'avaient pas seulement sauvé un gouvernement, ils avaient changé les règles du jeu politique français. Aujourd'hui, quand on enseigne la communication politique dans les universités françaises, le cas Lecornu est devenu un classique. Les professeurs demandent à leurs étudiants « Si vous étiez à la place de Lecornu ce matin-là, qu'auriez-vous fait ?» La plupart répondent qu'ils auraient préparé un long discours, expliqué leur position, défendu leur légitimité. Très peu ont l'instinct de la simplicité radicale. Et quand le professeur révèle ce que Lecornu a réellement fait, il y a toujours ce moment de silence. Ce moment où les étudiants réalisent qu'ils viennent d'apprendre quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Parfois, le plus grand courage n'est pas de parler longtemps, mais de parler juste. Parfois, la meilleure défense n'est pas l'explication, mais l'acceptation du défi. Parfois, 7 mots bien choisis changent plus l'histoire que 7 heures de débat. Lecornu, ce matin de septembre 2025, n'a pas seulement répondu à Mélenchon. Il a écrit une nouvelle page du manuel de la politique moderne. Une page courte, certes, mais une page que personne n'oubliera. Et si vous vous demandez si Mélenchon a finalement appris la leçon, la réponse est complexe. Il a adapté sa communication, certes. Il a raccourci ses interventions, effectivement. Mais il n'a jamais vraiment abandonné ce qui fait son essence, la verve, la passion, l'argumentation développée. Et au fond, c'est normal, parce que Mélenchon et Lecornu représentent 2 conceptions différentes de la politique. Mélenchon croit au pouvoir de la parole qui soulève, qui enflamme, qui convainc par l'accumulation des arguments.
Lecornu croit au pouvoir de la parole qui frappe, qui marque, qui reste par sa concision. Les deux ont leur place dans le paysage politique, les deux ont leur efficacité selon les moments. Mais ce jour de septembre 2025, dans ce contexte précis de crise institutionnelle et de chaos médiatique, c'est la méthode Lecornu qui l'a emporté. Et cette victoire a résonné bien au-delà de la simple joute entre deux hommes politiques. Elle a marqué peut-être le début d'une nouvelle ère de la communication politique française, une ère où l'impact compte plus que la longueur, où la précision vaut mieux que la profusion, où 7 mots bien pesés peuvent faire